Bonjour à tous et bienvenue à cet événement virtuel, le lancement de Raconter l'histoire du projet collaboratif Promotion de la vie, série d'apprentissage en ligne en deux parties. Merci infiniment d'être des nôtres. Je suis Maria Judd, vice-présidente initiative stratégique et participation à Excellence en Santé Canada. Nous sommes très heureux de pouvoir vous offrir ce webinaire en mode bilingue. Si vous voulez entendre le français, veuillez composer le numéro de téléphone affiché à l'écran. Nous vous invitons à participer dans une langue ou l'autre, dans la boîte de clavardage et tout au long de la séance. Vous verrez les diapositives en anglais et en français tout au long de l'événement. Et un enregistrement de la séance d'aujourd'hui sera affiché sur notre site Web dans les jours à venir. Dans un instant, nous allons partager une photo avec vous qui a été prise dans une cérémonie de lever du soleil à Thompson, au Manitoba. Lors d'une réunion de notre projet collaboratif, des membres des équipes de Santé du Nord, Santé autochtone du Nord et des membres de l'équipe de Thompson se sont réunis dans le cadre d'une cérémonie afin de lancer notre événement de bonne façon. J'aimerais inviter Carol Hopkins à faire une prière d'ouverture. À vous, Carol. Merci, Maria. Je souhaite commencer par rendre hommage à l'aîné Dumont, qui malheureusement ne peut être des nôtres aujourd'hui et qui est aîné et pilier de ce projet collaboratif du Nord qui travaille à la promotion de la vie. Et donc, je vous demande de vous joindre à moi pour reconnaître le Créateur, tandis que je partage ces quelques paroles avec vous. Gigi Kandan, Ginga Kenegego Gigi Kijiton. Ame Quachago, Ginan and the Man, Gaja O Binagate, Nebe Onjada, the Bakaka Sega Ki. Ame Quachago, Gingan Wendaman, Anishinabe, Bematsuin. Nimi Quenema, Gokumis Baneg, Mishomus Baneg. Meanwhile, Oma, Bimo Seoma, a king. Meanwhile, the Shah, Niwen Gokumisananek, or Widakea, Niwen Ishkan Deming. Amigotrico, Gin Waban Nokumis. Gingana Wendaman, Shkibi Matsuin, meanwhile, the Shah Yao, Jawan Nokumis, Amigotrico, Gingana Wendaman. Shkibi Matsuin, meanwhile, Anjabi Matsuin. Meanwhile, the Shah Yao, Gokumisananek, or Widakea, Amigotrico, Ning Gokumisananek, or Widakea, Ningabian Shkwandem. Amigotch, the Shah, Gagi Gabe Matsuin. Meanwhile, Nakana Zero Widakea, Giwin Shkwandem, Amigotchago, Gingana Wandaman, Anjaba Matsuin. Meanwhile, Nochamo Win. And Migotchago, the Shah, Gokumin Sananek, meanwhile, Mishom Sananek, Widakea, and Giwatagi Shabon. Meanwhile, the Shah Mama Ki, Amigotchago, Ginga Kenegego, Gidabendan Kenebe Matsuin. We give thanks to our good and kind Creator. J'aimerais remercier le Créateur
de donner la vie. Non seulement la vie peut être oubliée, ce qui a été fait dans le bardeau avant que l'on ne prenne vie sur Terre. Et je demande au Créateur d'orienter nos conversations tandis que nous sommes rassemblés dans cet environnement virtuel aujourd'hui. Et je reconnais aussi nos ancêtres qui nous ont précédés et qui ont ouvert la voie pour nous, qui nous ont tous réunis aujourd'hui. Nous les remercions d'avoir ouvert la voie pour que l'on comprenne tous notre responsabilité envers les générations à venir. Et je reconnais aussi nos grands-mères et grands-pères qui sont responsables des 4 points cardinaux et de l'avenir de l'humanité. Et tous les jours, tandis que nous foulons le sol, il faut comprendre que le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis dépend également de nos rapports avec nos alliés. Et qu'ensemble, il faut réfléchir à Mère Nature. Elle se prépare au repos. Il faut penser à toutes nos relations. Et il faut penser aussi à nos ancêtres qui nous ont compris et qui nous ont aidés à comprendre ces rapports et qui nous ont aidés à comprendre à quel point ils sont importants pour garantir que notre vie soit encouragée par ces rapports. Je dis ces quelques mots pour vous remercier tous autant que vous êtes d'être présents aujourd'hui et pour vous remercier pour ce temps que vous nous consacrez. Merci à toutes mes relations. Merci infiniment, Carole. Alors, j'aimerais, je vois que vous avez commencé à partager le territoire d'où vous nous provenez dans la boîte de clavardage. Alors, j'aimerais signaler que moi, je vous proviens depuis mon bureau à domicile, qui est situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine, également connu sous le nom d'Ottawa, où je suis reconnaissante de vivre, travailler et jouer. Et je reconnais que le niveau de vie dont nous jouissons aujourd'hui est le résultat de l'intendance et des sacrifices de ses premiers habitants. Et nous devons tous nous engager à ne pas répéter les erreurs du passé et travailler à la création de relations plus équitables et respectueuses avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Récemment, j'ai discuté avec mes enfants de la reconnaissance du territoire. De plus en plus, mes enfants les entendent à l'école et ils m'entendent aussi parler de reconnaissance de territoire lorsque j'entame une réunion comme celle-ci et nous expliquions que la réconciliation, c'est une mesure d'action et qu'une reconnaissance du territoire est un acte de réconciliation concret, petit mais concret, et que la vérité et la réconciliation est un cheminement, non pas une destination. Et nous avons beaucoup de chance de pouvoir nous réunir aujourd'hui. Et comme organisme, Excellence en Santé Canada s'engage à être orienté par les principes des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur notre parcours de la réconciliation. Nous reconnaissons que nous sommes toujours en apprentissage et nous voulons nouer des relations réciproques avec des Premières Nations ainsi que leur gouvernement, leur collectivité et leurs gens. Je vous invite à prendre le temps de vous imaginer dans un rassemblement. Nous sommes réunis virtuellement d'un océan à l'autre, alors je vous invite à vous présenter dans la boîte de clavardage si vous le souhaitez et également à peut-être proposer une reconnaissance du territoire d'où vous nous provenez. Dans les coulisses, à Excellence en Santé Canada, nous sommes accompagnés du personnel de l'équipe du Nord et autochtone, Kelly O'Connor et Kayla Lab qui vont s'occuper de la boîte de clavardage ainsi que notre productrice, Sheena Powell. Je voulais aussi expliquer que nous avons un groupe très diversifié de personnes qui nous accompagnent aujourd'hui d'un océan à l'autre.
Imaginez une carte du Canada. Nous avons des gens des territoires du Nord-Ouest, du Yukon, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse. Et d'aucuns nous ont dit qu'ils viennent de secteurs et différents et qu'ils ont des rôles différents, administrateurs, experts conseils, infirmiers, infirmières, chercheurs, spécialistes en assurance qualité, prestataires de soins de santé, chefs de file autochtones, patients, membres de la famille, personnes qui ont une expérience vécue. Merci infiniment d'être des nôtres et merci à nos invités qui vont bientôt se présenter également. Alors, à ce stade, je suis ravie de présenter Denise McQuaig, co-animatrice, qui est métisse, membre du groupe d'orientation du projet collaboratif Promotion de la vie. Elle a été formatrice et mentor pour un grand nombre des équipes qui participent à ce projet collaboratif. Merci, Denise, de m'avoir aidé à préparer ce webinaire et merci de partager vos réflexions et vos expériences avec nous aujourd'hui. Alors, je vous cède la parole pour que vous vous présentiez. Merci, Maria. Denise McQuaig. Je suis membre de la nation métisse et j'ai l'honneur de vivre dans le territoire Shishwap, plus précisément à Kamloops, en Colombie-Britannique. J'ai également le grand plaisir de participer au projet collaboratif Promotion de la vie depuis 2 ans et je suis vraiment emballée de pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour partager ce que j'estime être un cheminement exceptionnel. Je ressens beaucoup de fierté par rapport au travail que nous avons réalisé, le fait que nous sommes d'accord pour œuvrer main dans la main pour faire une différence pour les peuples autochtones, surtout dans les régions éloignées du Nord. Alors, merci infiniment de m'avoir invité à co-animer avec vous, Maria. Merci. Merci à vous, Denise. À présent, je demanderai à nos conférenciers invités de se présenter, ceux qui font partie depuis le tout début de notre groupe d'orientation du projet collaboratif Promotion de la vie, qui sont formateurs, mentors, mais également les membres de l'équipe de Churchill au Manitoba. Alors, Brenda, puis-je vous demander de vous présenter? Bonjour. Excusez-moi, j'entends un sifflement derrière moi. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être parce que un micro n'est pas en sourdine? Merci Brenda. En fait, j'étais en sourdine, mais peut-être que nos productrices dans les coulisses peuvent nous dire ce qu'on peut faire. On vous entend toujours et un petit sifflement, donc ça ira. Merci. Alors, je suis PDG First People's Wellness Circle et je suis membre du groupe d'orientation du projet collaboratif ainsi que formatrice pour une équipe de l'Ontario et je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci Brenda. Carol Hopkins, vous avez déjà fait la prière d'ouverture. Merci infiniment. À présent, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je ne vais pas répéter mon introduction en langue autochtone, mais je dirais simplement que je suis du sud-ouest de l'Ontario, où se trouve le siège social de la fondation Thunderbird Partnership. C'est la collectivité d'où je viens, où je vis. Mon père est de la nation Munsee, Delaware, juste à l'extérieur de London, en Ontario. Et je suis directrice générale de la fondation Thunderbird Partnership. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous, Carole. Jason, à vous. Bonjour à tous, Jason Kleinchar, directeur général Centre de santé Churchill. Je suis accompagnée de Jill. Nous sommes sur le territoire du traité 5 et le territoire traditionnel des Métis Cris d'aînés. Et je suis ici dans un esprit de réconciliation et je souhaiterais
respecter le traité et l'apport des peuples autochtones à notre quotidien. Je devrais vous prévenir que je parle très vite et une fois que je commence, je parle beaucoup. Alors, si jamais on me coupe le sifflet, je saurai que je me suis trop, je me suis fait trop microphage. Je suis accompagnée d'une collègue, alors vous nous verrez nous faire des signes l'un l'autre. Alors, je me réjouis de partager certaines de nos réussites ainsi que certains des débouchés qu'on espère pouvoir vous proposer. Merci infiniment, Jason. Jill, êtes-vous là? Peut-être voulez-vous vous présenter? Bonjour, Jill Larkin. Je suis métisse. Je suis actuellement gestionnaire du programme Warrior Caregiver au Centre de santé Churchill. Mais lorsque j'ai commencé à travailler avec ce projet collaboratif, je travaillais pour Parc Canada et j'étais également représentante de la communauté dans l'équipe du projet collaboratif Promotion de la vie. Merci, Jill, et bienvenue à tous les deux. D'ailleurs, bienvenue à tous nos conférenciers invités. Je me réjouis d'avoir cette conversation avec vous, surtout la possibilité de vous entendre et d'échanger nos leçons apprises au fil de ce projet collaboratif qui a duré 2 ans, comme le disait Denise, sur les relations et les partenariats. Au sein de ce projet collaboratif, mais également le degré de préparation des organismes qui ne sont pas autochtones à accueillir ce travail et à réaliser ce travail ensemble. Alors, voici les objectifs pour la journée. Nous allons aborder certains des éléments clés qui visent à soutenir les relations et partenariats authentiques entre communautés et organismes autochtones, ainsi que les organismes de santé conventionnels. Nous allons examiner les leçons apprises afin de comprendre quel est le degré de préparation d'un organisme à soutenir un travail relationnel qui favorise la réciprocité? Et du point de vue communautaire, nous aborderons la manière dont la confiance a été obtenue pour favoriser l'engagement et les partenariats qui ont mené à des activités de promotion de la vie culturellement appropriée dirigées par la communauté. Alors, au fil de l'année écoulée, l'équipe a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider le groupe d'orientation de la collaboration promotion de la vie pour trouver des histoires qui nous permettraient de conjuguer divers points de vue et faire la promotion du travail du projet collaboratif. Et d'ailleurs, nous allons partager certaines des ressources dans la boîte de clavardage. Alors, nous allons vous présenter des extraits d'une vidéo qui a été produite pour faire la promotion de promotion de la vie plutôt, et nous allons aussi demander à nos conférenciers invités de nous parler de leur apprentissage. Alors, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos invités au fil de ce webinaire. Avant de commencer, nous voulions dire que lorsqu'il est question de partenariat, de relations, de degré de préparation des organismes à travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, nous voulons dire que la FCISS, à présent Excellence en Santé Canada, se voyait comme une autre équipe dans le projet collaboratif qui souhaitait tirer parti de l'expérience de l'ensemble du groupe. Et l'histoire de ce projet collaboratif est une histoire de collaboration et de nouvelles relations qui devaient être tissées pour rassembler divers points de vue. Et il s'agit aussi de l'expérience d'équipes comme celle de notre équipe de Churchill, ainsi que celle d'Excellence en Santé Canada, à savoir comment travailler main dans la main avec les organismes autochtones, métis et inuits. Au départ, on a été surtout intéressés grâce à notre réseau du Nord et des communautés éloignées qui nous a dit, bon, ensemble, on aimerait mieux comprendre comment prévenir le suicide dans les communautés nordiques. Et au fil de ces nouvelles relations et de nos efforts d'écoute de nos partenaires autochtones, métis et inuits, ce virage vers la promotion de la vie ensemble a été un changement radical pour un grand nombre de personnes par rapport à notre point de départ.
Nous avons cheminé ensemble et cela a abouti sur les histoires que vous entendrez aujourd'hui, en partie du moins. Et donc, une de nos réflexions comme organisme hôte, c'est cet apprentissage que nous avons eu et cette ouverture que nous avions d'écouter, de tâcher de comprendre par de nouveaux moyens. Et donc, nous sommes vraiment très privilégiés d'avoir cheminé avec vous. Avant d'aborder les histoires, j'aimerais dire quelques mots sur un parcours récent à Excellence en santé Canada. Nous sommes un nouvel organisme. Il y a à peine un an, nous avons été créés grâce à la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Et notre objet est d'améliorer la qualité et la sécurité pour un plus grand nombre de personnes au Canada dans le domaine de la santé. Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada et un bon nombre des enseignements que nous tirons de notre expérience à la FCISS, maintenant ESC, se trouve dans ce projet collaboratif de promotion de la vie. Nous avons l'impression que nous pouvons mieux comprendre ce qu'est l'humilité culturelle dans la pratique, les notions du degré de préparation à actionner un véritable changement. Nous avons tâché de travailler dans un modèle authentique d'apprentissage. Et le modèle de travail main dans la main nous a permis de comprendre comment la culture de la guérison peut porter fruit. Alors, ce travail et les conversations sur les relations ont mené à cette possibilité de mettre au point des partenariats avec Thunderbird et Wellness Circle. Et nous sommes très heureux que Brenda et Carol soient des nôtres aujourd'hui. Et nous sommes vraiment très heureux d'avoir reconduit notre engagement avec le First People's Wellness Circle et Thunderbird. Cela nous permettra de continuer de collaborer afin de mieux traiter les Autochtones en matière de santé mentale et de bien-être. Cela dit, nous continuons à apprendre et nous sommes orientés par les points de vue des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour encourager l'apprentissage et favoriser les relations qui nous permettent de renforcer la sécurité culturelle et l'humilité dans les systèmes de santé. C'est un engagement qui fait partie des documents fondateurs d'Excellence en santé Canada et d'ailleurs de la stratégie de gouvernance de ESC. Voici notre stratégie. D'ailleurs, plus de 1000 personnes y ont contribué. Nous avons travaillé avec 1 millier de personnes pour façonner un avenir où tout le monde au Canada peut avoir accès à des soins de santé de qualité qui soient sûrs. Alors, la stratégie est fondée sur un travail de partenariat. Nous aidons les systèmes à comprendre comment composer avec les déséquilibres de pouvoir et le racisme. Nous le faisons en cherchant des possibilités de collaboration directe avec les Métis, les Autochtones, les Premières Nations et les Inuits afin que leurs préoccupations soient prises en compte. Et donc, je me réjouis d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Sur ce, je vais céder la parole à Denise qui lancera le bal. À vous, Denise. Merci, Maria. Et merci à Carole pour sa prière de ce matin. Nous allons passer un peu de temps à parler de la cérémonie et du travail fondamental réalisé grâce à cette cérémonie. Ce que j'ai apprécié le plus de la cérémonie, c'est que cette cérémonie nous permet, comme peuple autochtone, de se sentir en sécurité. Cela permet aux Autochtones d'être leur soi authentique. Cela invite nos ancêtres et nous rappelle que nous sommes tous et toutes interreliés et liés à notre environnement. Cela nous permet d'exprimer notre gratitude à l'endroit du Créateur. Et le fait qu'Excellence en santé Canada avait travaillé très fort avec nous pour créer un endroit où cela puisse se produire dans le cadre de notre groupe d'orientation, c'est une chose dont je suis très fière. Je comprends toutefois que cela exige que du personnel non autochtone défende les intérêts des Autochtones. Des choses comme éteindre le système de chauffage, climatisation, où on veut faire une cérémonie de purification. Cela signifie aussi
être ouvert par rapport à qui on est, son soi authentique, pas seulement l'intitulé de son poste ou les responsabilités associées à ses fonctions au travail. Il s'agissait pour nous de veiller à partager qui nous étions véritablement, notre lien avec nos familles, notre expérience vécue, notre historique, tout cela est devenu essentiel à l'évolution de nos travaux. Alors, sur ce, je nous invite tous à regarder un extrait d'Albert Dumont qui parle justement de la cérémonie. Je suis très reconnaissant que les membres du projet collaboratif commencent toujours leurs réunions, rencontres et autres activités avec une cérémonie, une prière et des enseignements. Et c'est toujours fait avec un si grand respect. Cela me touche à chaque fois parce que je ne tiens pas ces choses pour acquises. Pour moi, cela signifie que la vision du monde autochtone importe et que quelqu'un s'y intéresse. Alors, j'aimerais un peu faire fond sur ce que disait Albert dans cette vidéo. J'aimerais réfléchir à la générosité d'Albert à titre de conseiller spirituel. Souvent, nous nous retrouvions à Ottawa sur son territoire et il a toujours fait place à l'ensemble d'entre nous de la communauté autochtone qui participions afin que nous puissions avoir une cérémonie qui nous ressemble. Et c'est singulier à bien des égards. Et je vous en parle car je veux que vous puissiez songer au fait qu'il n'y a pas d'approche pan-autochtone à la spiritualité, à la cérémonie. Comme Première Nation, Métis et Inuit, nous sommes tous différents. Nous avons des identités plurielles au Canada. Ainsi, créer une place où l'on puisse tous être son soi authentique dans le cercle, c'était faire la promotion de nos principes dans le concret. C'était créer un espace éthique, une réciprocité, un espace d'appartenance qui nous permette d'être notre soi authentique, ce qui est fondamental au partage de la vérité pour véritablement avoir une réciprocité. J'ai eu le grand honneur également d'être formatrice pour un des groupes issus du projet collaboratif Promotion de la vie. Et lorsque j'ai été invitée dans des collectivités du nord du Canada et dans des régions éloignées, j'ai vite compris qu'il y avait souvent des difficultés dans ces collectivités. Dans une collectivité, par exemple, on avait récemment perdu un aîné qui était passé au-delà et il y avait une certaine forme d'incertitude par rapport à qui prendrait cette place. Alors, à ce moment-là, on m'a permis à moi de contribuer moi-même à cette collectivité et à commencer une cérémonie, tandis que eux s'attachaient à retrouver leur confiance et déterminaient qui prendrait la place de cet aîné. Alors, la cérémonie a eu un impact colossal à tout point de vue. Du début de notre relation avec Excellence en Santé Canada jusqu'au principe directeur de notre projet, jusqu'à la création d'un système à l'image des Nations unies, où chacun peut être son soi authentique. Et notre façon aussi d'accompagner nos collectivités et nos équipes pour qu'elles puissent faire place à la cérémonie. Alors, merci de me permettre de partager mon point de vue par rapport à l'importance de la cérémonie et à quel point la cérémonie est fondamentale si on veut véritablement être prêt à marcher main dans la main, les uns avec les autres. Merci, Maria.
Merci, Denise. Alors, nous avons parlé du projet collaboratif Promotion de la vie, donc je voulais vous dire quelques mots sur ce projet collaboratif. Comme Denise le disait, ça fait quasi 2 ans qu'on a créé ce projet collaboratif. Cette initiative de promotion de la vie et du bien-être a été d'abord organisée par la FCISS, maintenant ESC, en réaction à ce que nous disait notre réseau de la santé des régions nordiques et éloignées. Nous voulions à présent présenter un extrait de vidéo sur ce projet collaboratif par voie d'introduction. Le projet collaboratif Promotion de la vie a réuni des équipes d'un océan à l'autre pour appuyer l'établissement de partenariats significatifs entre les organismes de santé régionaux et les communautés autochtones afin de mettre sur pied des initiatives de promotion de la vie. 6 équipes des régions nordiques et éloignées de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et de Terre-Neuve, ainsi que 2 équipes du Manitoba ont participé au projet collaboratif. En tant qu'organisateur de cette initiative, notre organisme s'est transformé en 7e équipe, car il est devenu très évident que nous apprenions également aux côtés de toutes les équipes. Cette initiative d'une durée de 19 mois comprenait l'accompagnement de chaque équipe par des gardiens du savoir expérimentés, des fournisseurs de services qui ont encadré les équipes afin d'améliorer leur capacité à établir des relations et des partenariats avec les organisations et les communautés autochtones. Le réseau canadien de santé des régions nordiques et éloignées réunit des leaders en santé des régions nordiques pour renforcer le leadership et offrir des occasions de collaboration et d'apprentissage mutuel. En 2017, le réseau a discuté de son intention de se concentrer sur un projet collaboratif de promotion de la vie et de prévention du suicide dans les régions nordiques et éloignées du Canada et a demandé le soutien de l'équipe Santé des populations autochtones et du Nord de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. On a ensuite demandé aux détenteurs de savoir autochtones et aux organisations, y compris la Thunderbird Partnership Foundation et le First People's Wellness Circle, s'ils étaient ouverts à discuter de la possibilité d'un partenariat et de la conception conjointe d'un projet collaboratif. Le groupe d'orientation du projet collaboratif comprenait un conseiller spirituel, des leaders en santé mentale métisse et des Premières Nations, un représentant de la jeunesse, un évaluateur externe, ainsi que des représentants d'organismes nationaux de santé mentale. Ce groupe a appuyé la création de principes directeurs pour le travail du projet collaboratif en mettant l'accent sur l'humilité culturelle, le respect du savoir autochtone, la diversité des voix autochtones et la compréhension des approches axées sur les forces en matière de santé autochtone. Alors voilà, c'était une introduction au projet collaboratif et je voulais vous présenter un peu les équipes. Je sais qu'un grand nombre d'entre nous ne nous déplaçons pas beaucoup. Alors, c'est formidable de voir ces photos et j'espère qu'un jour, nous pourrons de nouveau nous rassembler autrement que virtuellement. À présent, j'aimerais demander à notre équipe du Churchill Health Center, Jill et Jason, de nous parler de leur travail. À vous. Merci beaucoup, Maria. Alors, je vais commencer. Je suis venue à Churchill en 2018. J'y vis à temps complet depuis et essentiellement 2 semaines après, ce projet collaboratif a commencé, le projet a commencé. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré la communauté. Et déjà, très souvent, dans la conversation qu'on a eue, on s'est servi de mots comme confiance, résilience. Et moi, je vais peut-être aussi me servir des expressions stigmatisation. On va s'en servir beaucoup car c'est vraiment à partir de ça qu'on a commencé nos travaux. Vous voyez ce qui est affiché à l'écran. Ce qu'on a fait à Churchill, c'est qu'on a organisé 4 collaborations avec la collectivité. On a pris des groupes de la communauté qu'on a réunis ensemble et on a organisé une journée. Est-ce que vous voyez ici, c'est le produit de ces réflexions. Ce sont des dessins qui ont été faits par un infographiste pendant cette journée-là. Et donc, nous avons
créé ces dessins qui sont devenus notre plan stratégique pour le centre de santé Churchill. Ils se trouvent partout dans notre couloir principal. Je les vois plusieurs fois par jour. C'est le cas des employés aussi, comme la communauté. Et la communauté a l'occasion de voir ces idées prendre forme. Alors, je crois que la première étape a été très certainement de tisser des liens de confiance avec la communauté. Je suis infirmier de formation. Ça fait déjà 20 ans que je travaille dans le domaine infirmier et depuis 10-12 ans, je m'intéresse surtout à la santé mentale. De pouvoir participer à une initiative comme celle-ci, voir ce que cette place a créé. Jill et moi rigolions ensemble qu'on est un peu confus parce que ça s'est produit en 2018 et puis il y a eu une énorme pandémie et on se dit, juste comme on prenait notre élan, juste comme ça décollait, il a fallu tout reconcevoir. Alors, ce plan était fondé sur la collectivité de 2018 et nous savons qu'à présent, cette collectivité a changé en raison de la pandémie. Promotion de la vie, pour nous, ça signifiait tisser des liens avec tous les groupes d'âge. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire malgré la COVID. Une chose que je recommande, surtout aux dirigeants qui participent à cet appel, c'est lorsque vous avez des consultations avec la communauté et que la communauté vous dit voici ce qu'on veut, il faut faire le suivi. Il faut agir, prendre des mesures en conséquence. Il y a certaines choses là qui étaient tout à fait innovantes et on a quand même agi en conséquence. Par exemple, on a organisé un grand rassemblement avec les aînés, les jeunes, simplement pour célébrer. C'était un festin et la confiance qu'on a pu y gagner, les conversations que j'ai eues avec les aînés, bon, tout cela nous a permis de tisser des liens beaucoup plus serrés. Et on a eu ensuite des conversations plus approfondies avec les jeunes aussi, ce qui nous a mené à quelque chose qui fera l'objet d'une vidéo, vous le verrez. On a créé du mentorat, c'est-à-dire qu'on a pris des jeunes chasseurs qui ont 13, 14, 15 ans, qui font maintenant partie d'un groupe communautaire qu'on a jumelé avec des chasseurs plus aguerris. Alors, cette première chasse, bon, vous avez de la neige jusqu'aux aisselles ici, hein, au mois de mai, donc c'est pas facile. Alors, ces jeunes ont été déposés par hélicoptère et récupérés quelques jours plus tard. Ils ont vraiment eu une expérience de toute une vie. Alors, pour nous, de pouvoir être partenaire de cette expérience, à l'époque, c'était la FCASS, puis Ducks Unlimited et Parc Canada, d'avoir un centre de santé, une autorité sanitaire qui crée des partenariats avec des autres organismes, ça paraissait vraiment innovant et ça a vraiment réussi. Alors, il s'agit pour nous de continuer sur cette lancée. C'est la clé de notre réussite. La prochaine étape, ça a été l'élimination des stigmates associés à la santé mentale. Dans une petite communauté de 1000 personnes, on a un centre hospitalier de 28 lits, on a une salle d'opération, on a des soins d'urgence de longue durée. Et donc, la prochaine étape, c'était de prendre cette idée d'un établissement qu'on perçoit comme négatif parce qu'on y est malade lorsqu'on y est en une chose positive. Alors, il a fallu prendre cette idée d'une admission en santé mentale, je me sers de cet exemple, quelqu'un qui est en état de crise, qui se présente aux urgences, pour nous, c'est un échec du système. Alors, comment est-ce qu'on ne l'a pas vu d'abord? Comment est-ce qu'on ne l'a pas décelé? Est-ce que cette personne n'a pas eu d'accès aux soins primaires? Et dès que ça se produit, on peut commencer à réunir des ressources pour aider ces personnes. Alors, la communauté nous l'a demandé. Ça a été vraiment une question de changer de point de vue. Et c'est ainsi qu'on a commencé à changer notre point de vue et la communauté a aussi mis la main à la pâte. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, moi, j'aimerais bien avoir un programme pour telle chose. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un partenariat avec moi? Et je dois vous dire que vraiment, à la pointe de la crise de la COVID, bon, évidemment, après le projet, on a continué. On a pu aider la communauté en créant
des trousses de bien-être. On a fait une semaine complète d'activités bien-être. On a fait des marches hebdomadaires. En été, par exemple, on organisait des grandes marches en sentier. C'est la communauté qui a commencé à nous aider à organiser ces initiatives. Alors pour moi, commencer par la confiance, éliminer les préjugés, les stigmates et ensuite travailler sur la résilience. C'est la chose à laquelle on travaille pour le moment. Moi, comme dirigeant santé, ce que je veux faire maintenant, c'est assurer la diffusion. On a essayé de diffuser ces idées à d'autres communautés autochtones qui s'intéressent à la question aussi. Et je pense qu'une chose qui est responsable de notre succès, on a eu la consultation initiale en 2018 et ensuite on a créé le Subarctic Friendship Circle. Cela est fondé sur la participation de membres de la communauté Churchill qui orientent les activités. Donc, dès qu'on a une idée, on leur pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Ce cercle est constitué de membres de la communauté. Et ensuite, on a un groupe de gardiens du savoir qui est constitué de personnes cris d'aînés et métis, ainsi qu'Inuits, qui sont ceux qui ont le plus d'influence dans la communauté. Alors, c'est ça la résilience. La communauté, maintenant, dirige ces soins de santé. Moi, je ne suis qu'une courroie de transmission. C'est ce qui nous a réunis. C'était une idée toute simple et je suis certain que vous êtes nombreux à vous dire, bah, ce n'était quand même pas fracassant. On a tout simplement demandé aux gens de quoi ils avaient besoin et on a réagi. Est-ce que j'ai encore le temps? J'aimerais dire une dernière chose. Oui, oui, allez-y, Jason. Puis on demandera à Jill de reprendre. D'accord. Alors, je voulais simplement partager cet enseignement. Une chose, bon, qu'on a peut-être pas raté, mais on était concentré sur autre chose et on a peut-être un peu raté ça. On a beaucoup de chance ici au centre de santé d'avoir des services de garde. C'est notre personnel, c'est nous qui nous occupons de ce service de garde. C'est assez singulier. Alors, lorsqu'on a commencé, on se concentrait sur les adultes, évidemment, et plus le projet a évolué, plus des jeunes ont commencé à dire qu'ils avaient besoin de plus d'aide. Alors, on a commencé à faire appel à des ressources extérieures, surtout pour gérer le groupe de moins de 18 ans. Et ça, c'est un produit de la COVID aussi, mais on a constaté une augmentation. On est passé de nos travailleurs sociaux, vous voyez, par exemple, 4 enfants tous les trimestres. Et à un moment donné, en 2 semaines, on a vu 14 personnes. Alors, on a vu une augmentation de la détresse en matière de santé mentale. Bon, c'est en partie associé à la COVID et c'est quelque chose qui, sans doute, se répercute sur vous aussi. C'est un des apprentissages que j'en retiens. Il est important de créer des ressources pour tous les membres de la collectivité. Mais évidemment, quand vous créez quelque chose qui réussit, vous êtes populaire, vous avez de plus en plus de gens. Alors, ce que vous imaginez, c'est sans doute faux. Si vous imaginez que vous avez X besoins, en fait, la vérité, c'est sans doute le double. Pendant la COVID, on a constaté 30 d'augmentation des admissions en santé mentale et pour cette année, une augmentation de 20 C'est les statistiques jusqu'au mois de mars. Donc, 50 pour les admissions en santé mentale d'augmentation depuis qu'on les a mis en place, donc depuis le début de la COVID. Bon, il y a d'autres facteurs qui l'expliquent peut-être, mais le fait qu'on a réduit les préjugés, que les gens se sentent aptes à demander de l'aide, on voit un achalandage accru. Alors, ce que j'en retiens, je ne veux pas dire qu'on avait raté le groupe plus jeune, mais dès qu'on a commencé à inclure davantage de ressources, on a constaté un point de vue beaucoup plus généralisé à l'échelle des segments de la population. Bon, alors à présent, je cède la parole à Jill avant de m'éterniser trop longtemps. Je crois que Jason l'a bien dit. Et je crois que nous avons maintenant à l'ordre du jour une question de la part de Denise. Oui, effectivement, j'ai une question. Et pour revenir à ce que nous disions sur la cérémonie, quel rôle a joué la cérémonie dans le travail que vous avez fait au niveau du projet à Churchill? Eh bien,
Ma réponse est assez longue. Et mes réponses que j'aurai pour les questions suivantes seront plus courtes. Mais la réponse ici est un peu plus longue parce que c'est assez compliqué. La cérémonie, c'est une question qui nous a posé des difficultés parce que Churchill est une communauté très diverse. Manteo Sipi Masceno est le nom cri de la région et ça veut dire la rivière des étrangers. Donc, Churchill a été un point de rencontre pour différents groupes autochtones et après l'arrivée des Européens, ça a été également un point de rencontre entre les autochtones et les non-autochtones. À l'heure actuelle, 50% de notre population est autochtone. Nous avons des Cris, des Dédénés, des Inuits, des Métis qui vivent ici. Et tout le monde, autochtone et non autochtone, ensemble, s'identifie avec cette identité donc churchillienne. Et je crois que c'est un peu difficile de faire des cérémonies quand il y a autant de cultures pour que tout le monde se sente inclus. Je ne parle pas simplement des personnes non autochtones, parce que souvent nous avons des personnes non autochtones qui participent, qui assistent aux cérémonies pour apprendre et pour être des membres respectueux de la communauté. Mais même entre les quatre cultures autochtones, il y a beaucoup de différences. Et je peux vous donner un exemple, et excusez-moi parce que je vais généraliser. Mais de par ma propre expérience personnelle, souvent, la cérémonie de purification et le tabac, pour les personnes inuites, ça ne fait pas partie de leur culture. Et donc, j'ai participé à des groupes par le passé, et c'était avant la relation avec la FCASS, où un animateur voulait 4 aînés qui fassent des prières à la cérémonie d'ouverture et offrir du tabac à ces 4 aînés. Et pour l'aîné inuit, dont l'anglais n'était pas la langue maternelle, la langue première, se sentait troublé par cette offre et même assez offensé parce qu'il ne fumait pas et il pensait que quelqu'un faisait une hypothèse sur l'aîné inuit alors que l'aîné inuit ne fumait pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont quitté le cercle aussi au moment de la cérémonie de purification. Bon, quand il y a différents groupes autochtones, il faut tenir compte du fait que ce n'est pas parce qu'il y a une pratique pour un groupe autochtone que les autres groupes autochtones ont la même pratique. Mais depuis, j'ai vu également des Inuits plus jeunes qui participent à des cérémonies de purification, de smudging. Et un autre problème, un autre défi auquel nous faisons face, c'est que la spiritualité autochtone a été perdue en raison de la colonisation et des pensionnats autochtones. Et ici à Churchill, on est très loin des autres communautés. On n'accède à notre communauté que par voie aérienne. Et donc, si un aîné ou une personne veut participer à une cérémonie et en apprendre plus sur la culture, ce n'est pas possible de venir en voiture, de faire un trajet de 2 heures pour participer à un powwow. Donc, ce n'est pas accessible pour nous. Et puis, autre chose qui a été difficile, c'est que nous avons des aînés dans la communauté qui sont très respectés, qui peuvent proposer beaucoup d'enseignements, mais qui n'ont pas nécessairement la capacité de diriger ou de mener une cérémonie. Donc, on les fait venir pour faire des prières et partager des cercles, des choses qu'ils ont du mal à faire en matière, par exemple, de cérémonie de purification. Et quelquefois, il faut faire venir de l'aide externe pour la cérémonie. Et beaucoup de ces aînés et gardiens du savoir que je connais veulent réapprendre la culture. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de le faire et donc ça a été utile de faire venir des personnes de l'extérieur. Et puis, autre chose
qui est intéressant, et on l'a vu dans les séances d'engagement et de mobilisation de la communauté, il y a des personnes autochtones plus jeunes qui ont grandi ici, mais qui n'ont pas appris la culture, les cérémonies, la spiritualité ici. Ils n'ont appris ça que quand ils sont partis pour aller à l'université. Et ces gens reviennent, et ils reviennent avec certains enseignements. Nous avons une cérémonie avec une personne Cree qui a dit que c'était vraiment sa fille qui l'avait encouragé à venir à cette cérémonie de Suri, et elle a participé à cette cérémonie. Ça a été très important pour elle, et sa fille était très fière. C'était sa fille donc qui avait ramené cette connaissance sur les Suri. Et puis, l'école locale fait un bon travail également pour les enseignements autochtones, et on entend des cas, des récits d'enfants qui enseignent à leurs parents quand ils reviennent de l'école. Et puis un autre défi auquel on a fait face, j'ai mentionné qu'on fait venir de l'aide externe pour la cérémonie, mais parfois ce n'est pas très bien reçu. Et je peux vous donner un exemple. Il y a plusieurs gardiens du savoir et aînés qui sont venus pour dire voici les 4 les herbes médicinales pour la cérémonie, et qui a fait la liste de ces plantes. Mais 3 de ces 4 plantes ne poussent pas ici. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent être les 4 plantes sacrées? Je ne veux pas remettre cela en question, mais cela me gêne. Et même certaines plantes qui poussent ici ne sont pas nécessairement utilisées pour des cérémonies, comme le foin d'odeur. Et donc, en tout cas, l'organisation de ces cérémonies nous permet d'avoir des discussions avec différentes personnes. Et certains nous disent, oh, notre grand-mère utilisait, par exemple, plutôt que le foin d'odeur, utilisait de la mousse. Donc, différentes plantes. Et donc, il y a ces possibilités. Ceux qui viennent de l'extérieur nous apportent des choses qui ne correspondent pas nécessairement à nous, à ce qu'on fait, mais nous avons, avec la discussion et la conversation, la possibilité de revendiquer et de récupérer la culture de nos peuples. Et depuis que le projet collaboratif Promotion de la vie a démarré, nous faisons plus d'efforts pour offrir des enseignements et une cérémonie quand on a nos semaines de promotion de la vie et d'autres événements similaires. Nous faisons venir des aînés, et ils pourraient faire une prière en cri pour le Créateur, ou ça peut être un aîné qui est chrétien et qui va donc faire une prière chrétienne. Et ça, c'est correct parce qu'il y a beaucoup de diversité. Nous devons respecter cette diversité, mais nous devons nous assurer de donner de l'espace, de donner une place pour les aînés au cours de ces événements. Pendant la pandémie, nous avons eu une occasion unique avec des enseignements en ligne. Cela a permis aux gens, les gens qui étaient peut-être trop timides pour venir à notre complexe avant la COVID, ces gens donc peuvent se connecter, désactiver leur caméra, mais participer. Et donc, on peut avoir peut-être l'épouse qui est inscrite et connectée sous son nom, mais il y a aussi le mari et le fils qui écoutent les enseignements. Et souvent, on ne sait pas qu'ils sont là parce que leur caméra est déconnectée, mais ils nous disent ce qu'ils retirent des ateliers de purification et des enseignements en ligne. Et les animateurs ont pris en compte différentes cultures, qu'elles soient autochtones ou non autochtones, pour que tous les gens, quelle que soit leur origine, puissent participer. Et puis, la dernière chose que je mentionnerai serait
la suivante, le programme Warrior Caregiver. Je pensais que Jason en parlerait, mais en tout cas, il s'agit d'un programme de santé mentale qui a été lancé il y a 1 an. Et nous avons un composant avec des groupes basés sur la Terre et sur les hommes. On fait donc beaucoup de groupes avec des hommes et nous avons des événements, parce que dans les événements communautaires, quelquefois, il y a seulement des femmes qui participent. Donc, quand on a des événements pour les hommes, il y a les hommes qui viennent. Et donc, on organise des suris avec 3 gardiens du savoir différents. Nous avons des cercles de partage avec les hommes pour faire fabriquer des tambours. Et il y a seulement une personne, c'est une femme qui fait du tambour. Alors, les hommes maintenant apprennent en groupe et pratiquent cette capacité. J'espère qu'ils pourront apprendre des chansons et qu'ils seront à l'aise pour chanter ces chansons à la communauté. Tous nos événements voient la participation d'Autochtones et de non-autochtones. Et pour moi, c'est réussi si on a 50% de personnes autochtones parce que notre population en général est composée de 50% d'Autochtones. Et on voit que le nombre de personnes autochtones qui participent a augmenté. Et maintenant, c'est plus autour de 75%, voire même 100%. Et on voit de nouvelles personnes qui arrivent pour participer à nos programmes, des personnes qu'on n'avait pas vues du tout au cours de l'année précédente. Donc, c'est vraiment enthousiasmant. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Jill. Tout ce dont vous et Jason nous avez parlé, c'est très riche pour ce qui est de la promotion de la vie et de la manière dont vous avez créé un espace pour tous les habitants de Churchill, pour être liés à la terre, à l'esprit et connaître leur histoire. Et il semble qu'ils ont la possibilité également de réfléchir aux impacts de la colonisation, de l'oppression et des pensionnats autochtones, et ainsi que de l'isolement géographique ont eu sur leur expérience. Et j'étais vraiment honoré de faire partie de votre parcours par le biais du projet collaboratif Promotion de la vie. Et de voir les jeunes et d'autres bénévoles soutenir les aînés et savoir que votre foyer de soins de longue durée a pu avoir une soupe à l'oie grâce à vos activités de promotion de la vie, ça me réchauffe le cœur. Et ce que vous avez dit, Jason, est vraiment essentiel, la réciprocité, le renforcement des équipes. Alors, merci à Jason, Jill et toute l'équipe. Merci à vous tous. Alors, nous allons voir un autre extrait et nous allons continuer sur notre conversation. Nous allons entendre Carol Hopkins et Carol Fancock qui vont nous parler de créer des espaces et de tisser des relations. Il y avait un intérêt pour travailler avec la FCASS et avec les autorités de santé provinciales. Et donc, nous l'avons fait pendant une période de temps en conversation. Nous avons signé un protocole d'entente avec la FCASS, mais il y avait quelques défis dans la relation. Et ces défis étaient des problèmes plus larges que simplement un individu ou un problème unique. Alors qu'on a continué la conversation sur le temps, nous avons eu une petite pause. Nous avons fait une petite pause. Ça a été une bonne pause parce que quand j'y pense maintenant, ça a été bénéfique. Ça nous a permis de réfléchir. Et avec l'arrivée de Carol Fancock et plus tard d'Espina Papadopoulos,
nous avons eu l'occasion d'avoir d'autres conversations sur la relation, sur le partenariat et sur la façon de les faire évoluer et de comprendre les différents facteurs ou les différentes variables qui font partie de chaque relation. Qu'il s'agisse d'une relation entre organismes ou d'une relation entre personnes, il y a des facteurs et des variables qui entrent en jeu. Ainsi, la conversation consistait vraiment à explorer ces éléments et à essayer de les comprendre. Dans nos efforts communs que nous avons faits, l'un des éléments clés qui me semblait les plus importants était la capacité d'écoute sincère. Souvent, il y avait des conversations, puis des questions qui étaient parfois posées avec une certaine gêne. Je pense que c'est la nouveauté qui est, en fait était très utile. La FCSS est le domaine de ce projet collaboratif était nouveau pour moi. Je n'avais pas d'idée préconçue et je pense que c'est toute notre équipe, l'équipe santé des populations autochtones et du Nord, qui a été très ouverte parce que c'était le premier projet collaboratif que nous faisions en tant que groupe dans ce domaine. Et donc, le fait de nous lancer sans méthode de travail préconçue nous a donné une certaine liberté. C'est le deuxième élément de cet apprentissage clé pour moi, le fait de renouer une relation et d'y travailler. C'est de ne pas laisser la peur vous retenir et de vous assurer que lorsque vous êtes dans une situation d'incompréhension, vous en parlez, tout simplement. C'est comme ça que nous avons toujours fait des affaires et nous avons entendu dire que cela ne fonctionnait pas, cela ne tient pas compte, ne respecte pas, ne reflète pas les valeurs ou les besoins que vous avez exprimés au nom des Premières Nations. Donc, parlons-en. Merci beaucoup. Le temps passe vite ensemble. Nous allons devoir réduire certaines parties de ce que nous avions prévu de vous parler, mais nous allons vous donner un lien vers la vidéo puisque nous avons montré certains extraits. On va mettre dans la fonction, dans le panneau de clavardage, le lien pour la vidéo et nous allons parler avec nos panélistes. Carol Hopkins, vous avez parlé de vos réflexions dans cet extrait. Qu'est-ce qui a été essentiel pour partir sur une bonne voie, pour la confiance dans ce projet collaboratif? Avez-vous des choses à ajouter pour ce qui est de nouer, de tisser de bonnes relations et sur le parcours que nous avons cheminé ensemble? Oui, merci. C'est toujours difficile de me voir dans une vidéo, mais bon, vous savez, j'ai apprécié l'apprentissage avec la FCASS, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, et maintenant Excellence en santé Canada. On a appris des deux côtés de la relation et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Une des choses qui est ressortie pour moi, c'est la préparation. Vous savez, en tant que famille, vous vous préparez pour une nouvelle vie. Vous n'attendez pas à la dernière minute qu'il y ait des membres de votre famille qui arrivent et que le bébé arrive. Vous n'attendez pas la dernière minute et tout ira bien. Ce n'est pas une question d'espérer que le mieux arrive. En fait, il s'agit de se préparer. Quand on se prépare, nous et ceux qui sont autour de nous, pour des événements aussi importants dans notre vie et pour une nouvelle vie, un nouveau bébé dans la famille, qu'il soit adopté ou que quelqu'un donne vie à un nouveau bébé, ce sont des événements significatifs et il faut se préparer. Et je pense à notre relation, à nos relations de cette manière. Au début, on ne se connaissait pas et on n'a pas dit, bon, espérons que tout va bien se passer. Non, nous avons réfléchi. Pendant la réflexion, nous nous sommes préparés. Et comment est-ce que nous allons nous comprendre mutuellement? Je parle beaucoup d'émotions. Il y a toujours la peur, la crainte
qui fait partie de ces émotions quand on parle de nouvelles choses. Et la peur est une émotion. Ça nous demande, ça requiert que nous faisions une pause, que nous nous arrêtions et que nous réfléchissions à la sécurité. Il y a beaucoup d'autres facettes aussi. L'anxiété, par exemple, c'est tout un spectre d'émotions liées à la peur. Et donc, il faut faire attention à cela pour les individus qui représentent une organisation. Moi, j'étais un peu nerveuse quand on m'a demandé de faire la prière. On me l'a demandé juste avant le début de ce webinaire. Et pour moi, les relations sont importantes, donc j'étais un peu nerveuse. On est nerveux en tant qu'être humain. Vous savez qu'on fasse des conférences ou qu'on fasse partie d'une conversation. Et donc, ces petites choses qu'on a tendance à considérer comme acquises, auxquelles on ne fait pas attention, pour ce qui est d'entrer dans une relation en espérant que ça va être une relation fructueuse, comme Jason et Jill l'ont mentionné quand ils ont parlé de leur expérience à Churchill. Il s'agit d'écouter pour comprendre et ensuite de se préparer pour une réponse. Et il ne s'agit pas simplement d'être là et de dire « Oh, bon, on a une très bonne mobilisation ». Et c'est ce qu'on a eu avec la FCASS, maintenant Excellence en Santé Canada, c'est que nous nous préparons toujours. Ce n'est pas seulement une préparation ponctuelle. Au cours du parcours, du cheminement, au cours de la relation, il y a eu différentes étapes de développement. Et donc, nous nous préparions toujours pour l'étape suivante et ça a toujours requis, ça a toujours demandé une conversation. Voilà ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci beaucoup, Carol. On a été en conversation sur le tissage des relations, le fait de faire une pause, de réfléchir, de voir comment est-ce qu'on se prépare d'une manière différente. Une organisation non autochtone qui établit un partenariat avec des leaders et des organisations des Premières Nations, Métis et Inuit. Donc, il s'agissait de travailler ensemble sur la transformation des systèmes de santé. Donc, je voulais entendre justement sur ce sujet les membres du panel. Nous avons différents extraits vidéo qui sont indiqués avec des liens dans la fonction de clavardage. Et je voudrais donner la parole à Denise qui va poser des questions aux membres de la table ronde pour parler de la transformation des systèmes de santé comme processus, comme cheminement, plutôt que comme résultat. Et un processus qui a remis beaucoup de choses en question chez nous. Alors, Denise. Merci, Maria. Je vais demander à Jill si elle peut nous décrire la manière dont Churchill s'est préparé pour faire ce travail. Je crois que c'est Jason qui a préparé quelque chose. Oui, j'aime beaucoup parler du degré de préparation d'une organisation, bien sûr. Et après l'arrivée de la COVID, j'ai reçu un message qui disait profitez toujours d'une bonne crise. Et dans nos conversations, dans le projet collaboratif, on a pu on a pu contenir la maladie. On a eu très peu de cas de maladie de la COVID pendant la pandémie. Il y a 86% de notre communauté qui est vaccinée. Et donc, on a pu travailler sur le projet collaboratif pendant que les autres se centraient sur la gestion de la COVID. Et donc, on a pu bien gérer la maladie et donc nous concentrer sur nos autres initiatives pour que l'organisation soit sur une bonne voie. Et ça, c'est peut-être juste ma perspective, mais on a pu faire en sorte que, on a dit au personnel que ce n'est pas un hôpital avec 29 lits, c'est en fait un centre de santé avec 1000 lits. Tout membre de la communauté pourrait être un patient à un moment donné. Et donc, quand on fait en sorte qu'il y ait des ressources pour cela, c'est quelque chose d'utile.
Et donc, ça a été un changement dans notre réflexion. Et je peux dire que nous avons du personnel qui a vraiment adhéré à cela. Par exemple, nos infirmières dans l'unité. J'essaye de réfléchir à la dernière fois où une infirmière a quitté. Je crois que ça fait pas mal de temps. Alors que vous, dans les organisations, dans des centres urbains, vous savez, si je peux garder une infirmière pendant 2 ans, c'est comme si je la gardais pendant 20 ans. C'est assez incroyable. Alors qu'ici, on a des professionnels qui veulent continuer dans leur rôle, ils veulent faire partie du changement plutôt que de refaire toujours les mêmes tâches autre part. Et donc, je crois que c'est ce qui nous permet d'être préparés. Parce que quand on me dit, Jason, il faut faire ceci, cela, cela, oui, on va le faire ensemble parce que nous sommes prêts. Donc, ça n'a pas été difficile pour nous d'être prêts. Voilà pour ma réponse. Merci, Jason. Brenda, j'aimerais m'adresser à vous. Pourriez-vous parler du processus de réconciliation et de l'établissement de relations? Oui, merci, Denise. Dans le travail que nous avons fait, et j'entends les autres panélistes qui parlaient de ne pas avoir d'idées préconçues et puis de surmonter la peur, de la reconnaître, de la surmonter et de vouloir faire les choses différemment. Dans le travail que nous avons fait, nous avons parlé de donner un espace à la connaissance et au point de vue autochtone. Et donc, il y a eu beaucoup de conversations avant que le projet collaboratif ne démarre pour ce qui est de reconnaître la validité des connaissances autochtones et du fait que les connaissances autochtones permettent de soutenir et d'appuyer et de promouvoir le bien-être, ce qui nous permet ainsi de promouvoir la vie et plutôt que de se centrer sur un modèle négatif de prévention du suicide, plutôt on veut se tourner vers la promotion de la vie. Et donc, on s'est posé la question, quels sont les points de vue autochtones et pourquoi sont-ils nécessaires et importants, pas seulement pour les autochtones, mais pour tout le monde? Quand on parle de la vie, de l'importance de la vie, ça nous donne un espoir, un sentiment de lien. Et c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Et donc, dans notre travail, nous avons reconnu que les connaissances autochtones étaient détenues, gardées par les autochtones et que ça devait être valorisé. Il ne s'agissait pas simplement de quelque chose qu'on devait écouter, mais qu'on devait considérer comme sacré. C'était un espace sacré. Il s'agissait, bon, au moment où on devait établir des contrats avec la FCASS sur la propriété intellectuelle, et il y a de grandes organisations, que ce soit des grandes organisations de santé ou la FCASS, qui en général ne prennent pas ces connaissances et se l'approprient. Bon, mais il s'agissait de reconnaître qu'il s'agissait de connaissances autochtones, que ce soit au sein de nos organisations ou dans les communautés dans lesquelles nous allions travailler. Et donc, cela faisait partie de la réconciliation. Quand ensemble, dans des équipes de projets collaboratifs, nous nous sommes posé la question, nous avons posé la question, connaissez-vous les communautés avec lesquelles nous travaillons? Il s'agit d'une conception, d'une élaboration commune, conjointe. Il ne s'agit pas pour ces grandes organisations de savoir ce qui est bien pour les personnes autochtones, les communautés autochtones, parce que les communautés autochtones connaissent leurs priorités, elles se connaissent, et donc notre travail en tant que partenaire est de les soutenir, de soutenir le travail qu'elles ont besoin de faire, les soutenir de différentes manières, leur donner un espace, du financement ou changer des politiques et des systèmes. Tout cela, ça a été des manières qui étaient nécessaires de renforcer les relations et la confiance de manière à ce que ces communautés des Premières Nations et métisses puissent faire le travail qu'elles avaient toujours identifié comme essentiel. Et donc, je crois que la réconciliation, ça a été vraiment l'idée ensemble
d'élaborer conjointement et d'avoir des espaces communs en reconnaissant que les communautés autochtones pouvaient mener, diriger, mais que tous nous avions des compétences et des connaissances qui nous permettraient de promouvoir et de faire progresser notre bien-être. Voilà, je m'arrête là. Merci, Brenda. J'espère que nos spectateurs aujourd'hui ont une meilleure idée de la richesse de notre cheminement. Non seulement l'influence que ça a eu au niveau communautaire, c'était notre objectif pour ce qui était de nos activités de promotion de la vie, mais ça a également aidé à influencer sur les organisations de santé au Canada. Et c'est la première fois au cours de ma carrière que je pensais vraiment que l'action et la réconciliation étaient vraiment vivantes, qu'on a pu redonner vie à ces aspects et que c'était un processus utile au niveau des communautés, mais également dans les organisations d'amélioration des systèmes de santé. Voilà. Merci et je rends la parole à Maria. Merci beaucoup, Denise. Je crois que c'était une réflexion très intéressante sur le parcours, le cheminement que nous avons fait. Il nous manque un peu de temps, mais je voudrais encourager les spectateurs à écouter tous nos récits qui sont disponibles en ligne avec des entrevues de chacun des membres du groupe d'orientation, ainsi que la vidéo plus longue sur l'histoire elle-même du projet collaboratif et dont nous avons vu des extraits aujourd'hui. J'aimerais demander à Carol si elle a d'autres réflexions à ajouter. Je voudrais dire à nouveau, Chimegwich, merci. Merci de me donner l'occasion d'avoir partagé du temps avec vous aujourd'hui. Ces conversations sur les relations sont très importantes. Nous sommes maintenant à une époque différente pour ce qui est des relations entre les peuples des Premières Nations et le Canada, et entre les Inuits et le Canada, et entre les Métis et le Canada, en ce qui concerne notre santé. Et nous avons une occasion incroyable maintenant d'impulser le changement. Et comme vous l'avez dit au début, Maria, tout le monde dans ce pays doit avoir accès à des soins de santé excellents. Et c'est par le biais de relations et de partenariats et en prenant le temps, se déranger soi-même et prendre le temps de comprendre les différences et de valoriser les différences. Donc, je crois qu'un message qu'on peut retenir, c'est qu'il faut toujours nous demander comment, moi, par exemple, je vis une différence, quelque chose que je ne comprends pas et à laquelle je ne sais pas comment réagir. Et quand on réfléchit à cela, chacun d'entre nous, et qu'on se prépare en tant qu'êtres humains à se rassembler et à participer à une conversation, eh bien, je crois qu'il y a une occasion de lancer quelque chose de nouveau. Dans cette conversation avec Carol Fancott et Despina, nous avons eu cela et nous nous sommes assises pour prendre un café ensemble et ça a été le début d'une nouvelle étape de cette relation. Ça a été une conversation très simple. Il s'agissait tout d'abord de se connaître et de comprendre quelles étaient les organisations des autres. Il s'agit de prendre le temps, de faire l'effort de prendre le temps. Nous sommes tous très occupés, nous sommes responsables de beaucoup de choses. Mais si nous prenons le temps de comprendre et d'investir dans l'effort de comprendre
les différences et les autres manières de comprendre. Ça peut être très bénéfique, ça peut être très utile. C'est un acte de réconciliation qui nous amène, dans ce cas-ci, vers l'excellence en matière de santé. Merci, Miigwech. Merci beaucoup, Carol. Et comme nous apprenons à nous connaître en tant qu'individus et en tant qu'organisation, les organisations sont faites d'individus, sont composées d'individus. Et donc, nous pouvons changer nos organisations. Et je sais que la FCASS et maintenant Excellence en Santé Canada a changé sa manière de travailler pour comprendre les principes PCAP, par exemple. Et Jason et Jill, vous avez expliqué pourquoi vous faites les choses différemment maintenant en raison des relations que vous avez eues. Alors, merci beaucoup à Denise qui a co-animé. Merci à Carol, Brenda, Jason, Jill, Despina, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, mais vous pourrez la voir dans la vidéo. Et merci à toutes les équipes qui ont participé à notre projet collaboratif Promotion de la vie. Je vous encourage à aller voir sur notre site web. Il y a beaucoup de ressources, y compris la préparation des organisations et des individus, et je vous encourage à partager vos ressources avec nous également. N'hésitez pas à être en contact avec nous. Vous trouverez nos coordonnées sur notre site web à Excellence en Santé Canada et nous pourrons vous mettre en relation également avec les membres du panel auxquels vous voudriez parler. Nous aimerions que vous remplissiez un petit sondage d'évaluation parce que c'est très important pour nous, pour ceux qui a d'élaborer d'autres webinaires, pour être sûr de répondre à vos besoins et de vous être utile. Et je regarde mes notes. C'est vrai que le temps est passé très vite. C'était une très bonne discussion. Merci à vous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous d'un océan à l'autre et à l'autre, partout au pays. Nous espérons continuer ce parcours ensemble. Prenez bien soin de vous au cours de cette journée. Voilà qui conclut le webinaire d'aujourd'hui. Merci.